L'histoire commence avec un homme volant dans le ciel entouré d'épées tournoyantes. Nous apercevons au loin un hélicoptère avec à son bord, une équipe de journalistes télé qui tentent de couvrir en direct cette scène inhabituelle, se demandant qui peut bien être cet étrange homme qui vient d'apparaître dans le ciel de New York City. C'est un homme étrange aux cheveux longs, portant des vêtements assez inhabituels, il regarde dans votre âme un peu comme le ferait un démon. Les journalistes affirment ne pas savoir d'où il vient, ils savent juste qu'il a vaincu 26 héros au cours des 2 dernières heures. Cela fait des siècles que les premiers héros sont apparus. De ce fait, les forces du mal ont considérablement diminué. Il est difficile de tomber sur une telle scène nos jours, affirment les journalistes. Ils disent aussi qu'ils doivent remercier cette personne mystérieuse de leur offrir du divertissement, mais également encourager leur héros. La justice se dressera-t-elle une fois de plus contre le mal? La chaîne BB News, qui présente l'émission, invite les gens à rejoindre leur réseau pour en savoir plus. Sur Internet, le sujet fait couler de l'encre, il semblerait que beaucoup de personnes admirent le mystérieux jeune homme. Certains le trouvent tellement cool, d'autres veulent le voir battre les héros. La scène se tourne ensuite vers un héros de rang A, Plastic Man. On le voit se jeter du haut d'un immeuble, puis durant sa chute des pièces d'armure volent vers lui, se combinant pour former une armure intégrale. On voit ensuite une explosion à un étage du bâtiment, au milieu de toute cette fumée on entend une voix robotique annoncer que le système est en cours de démarrage. 10%, 20%, 40%, 70%, 90%. On voit se dessiner une silhouette dans la fumée, puis apparaît le héros debout dans son armure intégrale. On revient ensuite sur les lieux de l'événement, depuis leur hélicoptère les journalistes se demandent si un héros se chargera de défier ce type. Au même moment, une personne arrive à toute vitesse leur demandant de sortir du chemin. Il se trouve que c'était le héros Plastic Man, qui pouvait voler grâce à sa tenue. Le journaliste le reconnaît et annonce sa venue aux téléspectateurs, leur disant que Plastic Man, le héros de rang, a été venu relever le défi. Alors qu'on a un gros plan sur le visage de l'homme mystérieux, on entend les journalistes dire qu'ils ne pensaient pas que le prochain candidat à essayer serait un héros classé dans le top 5 des meilleurs héros de rang A du monde. Plastic Man aurait un fort potentiel depuis ses débuts, pour eux c'est clair, ce type est fichu. Il demande aux téléspectateurs de faire 3 secondes de silence pour cet homme, en espérant que Plastic Man ne soit pas trop dur avec lui. L'homme se présente, disant qu'il est le chef du clan Tangin du continent de Xuan. Il demande poliment au héros si on peut l'informer sur l'endroit où il se trouve actuellement. Ne prenant pas la peine de répondre, le héros Plastic Man semble demander une augmentation de la puissance de son armure. Une voix robotique lui demande d'indiquer le taux de la puissance souhaitée. Il lui répond le maximum. La tenue intégrale de Plastic Man passa alors en mode de puissance maximale. Remarquant cela, le journaliste commenta: « Oh mon Dieu, Plastic Man se met immédiatement à fond. Il a même augmenté sa puissance au maximum, son adversaire est dans la merde. » Il rajouta également qu'après avoir augmenté la puissance de son armure, il va concentrer toute sa puissance dans les bras. Il le savait car c'était le mouvement signature de Plastic Man, aussi appelé le point de la tempête. C'est un coup de poing qui peut vous faire parcourir une distance de 300 mètres. Personne ne peut y survivre, on dirait que ça va se terminer maintenant. Remarquant qu'on ne le calculait pas, notre homme mystérieux demande au héros s'il parle le langage des humains. Ignorant totalement son interlocuteur, Plastic Man affirme qu'il y a une tendance dans le combat, que ceux qui meurent de manière atroce sont ceux qui parlent trop. Se mettant en position d'attaque, Plastic Man demande à l'homme s'il sait pourquoi les gens qui l'ont combattu sont morts. Il passe ensuite à l'attaque en criant que c'est parce qu'il ne dit jamais de conneries. Notre homme mystérieux neutralise vite fait Plastic Man avec une simple claque tout en lui disant qu'il parle beaucoup trop. Plastic Man tombe ensuite comme une mouche. Soupirant, l'homme dit qu'il voulait juste demander son chemin, se demandant pourquoi tout le monde cherche la mort. Assistant à la scène, le journaliste complètement surpris du résultat informe son audience que le héros Plastic Man a perdu. Il demande ensuite à ce qu'on envoie vite une ambulance car Plastic Man est tombé. Il rajoute en parlant de l'homme mystérieux, qu'il est plutôt fort, un peu trop fort. Il lui a suffi d'un coup pour vaincre Plastic Man. Il dit aux téléspectateurs que le temps de leur vie en paix touche à sa fin car le plus fort des méchants vient d'apparaître. Il y a quelques centaines d'années, la Terre était encore enveloppée d'obscurité. Beaucoup d'excentriques, monstres et scientifiques diaboliques apparurent dans le monde entier. Ils étaient hors de contrôle, causant destruction dans le monde entier. Jusqu'à l'apparition des héros. Et finalement, à la fin,
Les héros furent capables de vaincre les méchants à l'aide de leur volonté. 11 années passèrent, le monde était finalement en paix et les héros se retirèrent de la scène. Les monstres restants devinrent les animaux domestiques de héros. Il y avait bien sûr des héros qui avaient besoin de travailler pour maintenir leur rythme de vie. Revenons dans le présent, où nous retrouvons nos journalistes toujours à la poursuite du mystérieux inconnu. Il semblerait qu'un nouveau héros est venu à la rencontre de l'homme. Cette fois-ci c'est un héros de rang S. Les journalistes sont tout excités d'annoncer à leur audience que c'est le héros de rang S Macho Man qui est là. Les héros de son calibre ne se montrent pas si facilement et pourtant il est bien là. D'après les journalistes, le combat auquel ils vont assister aujourd'hui va forcément être des plus excitants. Il semble que le journaliste se sent super chanceux de pouvoir rencontrer un héros aussi honorable en direct live. On voit ensuite le caméraman essayer d'avoir un meilleur angle des deux hommes et demande à son collègue d'arrêter de parler car il gêne la caméra. Macho Man se présente alors devant l'inconnu, en le voyant le mystérieux inconnu s'est juste dit encore un autre. Macho Man engage la conversation en disant qu'il n'aime pas parler inutilement durant un combat, il va alors droit au but et dit l'homme mystérieux qu'il n'est pas un adversaire à sa taille. Il affirme avoir eu un aperçu de sa force après l'avoir vu se battre contre Plastic Man, cependant il proclame ne pas jouer dans la même cour que Plastic Man. Dans sa gentillesse, Macho Man veut bien proposer à l'inconnu de devenir son animal de compagnie, ce qui contribuera à faire grandir son rang et leur épargnerait pas mal de problèmes. Entendant cela, le journaliste s'empresse de l'annoncer à son public se demandant ce que sera la réponse de l'inconnu. Il souligne que si l'inconnu acceptait ce marché, le rang de Macho Man se verra considérablement augmenté. Ne comprenant pas ce que Macho Man veut dire par animal de compagnie, l'inconnu préféra lui répondre qu'il n'est pas intéressé par les hommes. Ayant entendu sa réponse, Macho Man lui rétorque que ce n'est pas un choix intelligent. Les journalistes entendirent tout cela dire que Macho Man était visiblement énervé par le fait que l'inconnu ait décliné son offre car il déployait à présent une aura meurtrière, empêchant même l'hélicoptère de s'approcher davantage. Macho Man répond à l'homme mystérieux que ça devrait être assez facile vu qu'il n'a pas l'air intelligent. L'homme lui demande ce qu'il prépare. D'un mouvement très rapide, Macho Man s'est mis à attaquer le mystérieux inconnu avec son poing. Une fois Macho Man à sa portée, le mystérieux inconnu lui assena au dernier moment un coup de poing dans l'abdomen. Ce qui a fait instantanément perdre connaissance le héros et le projeta à plusieurs kilomètres de distance, touchant par la même occasion l'hélicoptère des journalistes le faisant s'exploser tellement le choc était violent. Le coup était visiblement si puissant que le corps de Macho Man continua sa course encore plusieurs kilomètres plus loin, jusqu'à s'écraser violemment dans un bâtiment. Macho Man est maintenant hors d'état de nuire. Flottant dans les airs, l'homme mystérieux se dit que le passe-temps des gens était étrange peu importe le monde. Il s'est ensuite déplacé rapidement, quittant le lieu du combat. Nous apercevons ensuite les journalistes en parachute annoncer tout en restant professionnels, que leur hélicoptère a été détruit ce qui les a empêchés d'enregistrer les récents événements et aussi qu'ils ont perdu l'homme mystérieux de leur champ de vision. N'ayant du coup pas compris ce qui vient de se passer, ils se demandent où a bien pu passer Macho Man. 2 mois se sont écoulés depuis le combat de l'inconnu contre Macho Man. Nous retrouvons notre homme mystérieux, en train de méditer au bord d'une falaise. On apprend que son nom est Jansen, qu'il aura 2603 ans cette année et qu'il est un cultivateur du continent Xuan. Cela fait 2 mois qu'il a atterri de manière inattendue dans ce monde et a commencé à apprendre quelques trucs sur cet endroit. Ce monde est appelé Terre, ou planète bleue. Bien que ce soit petit, il abrite plus de 10 fois la population du continent Xuan. Il est choqué de voir que les gens peuvent voler sans utiliser d'épée, ils n'ont pas non plus besoin d'utiliser des objets magiques pour voyager rapidement. Il a seulement vu ces choses appelées avions et voitures. Les femmes d'ici ne portent même pas de pantalon quand elles sont dehors. Jansen s'estime heureux que l'énergie spirituelle de ce monde est dense car il n'aurait jamais pu supporter de vivre ici sinon. On est ensuite transporté dans une forêt où on entend un bruit en haut des arbres. Appuyé contre un arbre, nous voyons une fille qui a l'air blessée. Une deuxième femme est présente, elle essaie de rassurer l'autre en lui disant que son saignement est presque arrêté. Gémissant de douleur, la fille blessée remercie l'autre. Celle-ci lui répond qu'en tant que camarade de classe, elle n'a pas besoin de remercier, tout en aidant sa camarade blessée à avancer. Tout en aidant sa camarade blessée, la jeune fille blonde proclame qu'une fois qu'elles auront dépassé la colline devant elles, elles seront en sécurité. En approchant de la colline, elle voit l'inscription Tour Céleste gravée sur la colline. En voyant cette inscription, la blonde se demande si c'est un lieu touristique, elle hésite à faire demi-tour.
Une des deux filles trouve une source chaude et invite l'autre à se reposer un petit moment, ce que l'autre approuve. La jeune fille blonde se propose d'aller chercher quelque chose à manger pendant que l'autre pouvait attendre près de la source. La fille blessée accepta son offre, mais demande tout de même à sa camarade d'être prudente, ce qu'elle accepte. Remarquant la source chaude, la fille blessée approcha son pied de l'eau puis plongea brièvement celui-ci dans l'eau. Aussitôt, elle s'aperçoit que ses blessures ont disparu et se demanda si la source pouvait guérir les blessures. Après avoir jeté un coup d'œil autour d'elle, la fille s'est dit que l'endroit avait l'air abandonné et qu'il ne devait normalement y avoir personne dans le coin. Elle commença alors à se déshabiller, puis posa ses vêtements sur le bord avant de se baigner dans la source. Ne remarquant pas qu'une personne était en train de se dévêtir derrière lui, Janssen prenait tranquillement son bain. Complètement nue, la fille est maintenant dans la source. Sans qu'aucun des deux ne remarque l'autre, Janssen et la fille se sont rapprochés jusqu'à ce que leur dos se touche. Surpris, Janssen demanda qui était là. Gênée, la fille n'a pas su quoi dire. Au même moment, la blonde arrive sur les lieux et demande ce qui se passe. Janssen s'est levé puis a commencé à quitter la source. Ne s'attendant pas à trouver une personne dans la source, la fille demande qui il est, et ce qu'il est en train de faire. Plutôt que de répondre à la question, Janssen explique à la fille qu'il n'allait pas l'interroger sur comment elle est arrivée jusqu'à cet endroit, il lui demande juste de quitter l'endroit une fois qu'elle aura fini de prendre son bain. La blonde lui demande qui il est pour les chasser. Tout en se rhabillant, Janssen lui fait remarquer que c'était pourtant gravé clairement sur le mur de pierre avant d'arriver à cet endroit, il leur dit que cet endroit est sa demeure et qu'elles sont actuellement en intrusion chez lui. La blonde acquiesce et dit qu'elle pensait que c'était un lieu touristique, elle ne savait pas que cet endroit était sa maison. Janssen leur répond juste que maintenant elles savent. La fille anciennement blessée, demande à sa camarade Xiao Ying de bien vouloir prendre ses vêtements à sa place pour qu'elle puisse partir. Xiao Ying accepta sa requête avec un peu d'hésitation. Elle demande ensuite à sa camarade pourquoi Janssen était-il si pressé, qu'elle pourrait peut-être demander si elles peuvent rester un peu plus longtemps se reposer. Elle rajoute qu'elle ne pense pas que Janssen soit une mauvaise personne, c'est juste que sa façon de s'habiller et de parler est bizarre. Soudainement un hélicoptère fait éruption, ce qui interrompt la conversation des filles, il s'agissait en fait des mêmes journalistes qui étaient déjà présents aux événements de New York City, lors de la première apparition de Janssen il y a 2 mois auparavant. Depuis ce moment-là, ils ont tout fait pour retrouver la trace de Janssen et aujourd'hui ils peuvent enfin annoncer qu'ils ont retrouvé la trace du mystérieux homme dans ce canyon. Ils se demandent déjà qui sera son prochain adversaire. S'adressant à un autre homme dans l'hélicoptère, le journaliste demande s'il a bien fait de le dire comme ça à l'antenne tout en l'appelant Scarabée d'acier. L'homme donna son accord en disant que c'était parfait. Il ajoute que tant que les journalistes peuvent présenter Janssen comme un adversaire puissant, il deviendrait lui, encore plus imbattable aux yeux des gens une fois qu'il l'aura vaincu. Le journaliste demande s'ils ont besoin de patienter jusqu'à l'arrivée de l'équipe du Scarabée d'acier. Mais celui-ci lui répond qu'il n'a pas besoin de le faire car il s'en occupe lui-même, puis saute de l'hélicoptère. Il était assez loin du sol, mais atterrit quand même avec classe laissant un petit cratère à l'endroit de son atterrissage. Il se relève ensuite en fixant Janssen du regard. Les filles reconnaissent que c'est un héros professionnel et se disent qu'elles sont sauvées. La brune demande à sa camarade de ne pas s'approcher car les deux hommes avaient l'air de se préparer à se battre. Elle remarque que c'est le Scarabée d'acier, qui est dans le top 10 mondial des héros. Elle se demande qui est Janssen pour qu'un héros de haut niveau se mette à le défier comme ça. Les deux hommes se font face. Scarabée d'acier affirme être à la recherche de Janssen depuis 1 mois, et est content de enfin le retrouver. Il admet que Janssen est quand même fort vu qu'il a battu Plastic Man les autres héros. Par contre il trouve Janssen arrogant, et ça il ne le supporte pas. Il dit ne pas être capable de voler mais tant que ses adversaires l'affrontent au sol il pourra gagner facilement. Il dit ensuite à Janssen que le fait de regarder les autres de haut le désavantagera. À ces mots, Janssen lui demande de se taire. N'écoutant pas Janssen, le héros continua son monologue en disant que comme il est au courant que Janssen pouvait voler, il peut lui laisser une avance de 3 attaques s'il accepte de se battre au sol à la loyale. Ne le laissant pas finir ses mots, Janssen apparaît tout d'un coup devant lui comme s'il s'était téléporté puis lui inflige un coup de pied. Choqué, le Scarabée d'acier ne semble pas réaliser ce qui lui arrive. Encore dans l'action, Janssen lui demande pourquoi il n'écoute pas les autres parler. Cette action choqua toutes les personnes présentes. On voit le héros Scarabée d'acier se relever difficilement. Xiao Ying demande à sa camarade si elle a vu comment Janssen était si rapide. Celle-ci se disait quant à elle,
que même s'il s'agissait d'une attaque furtive, sa vitesse et sa puissance surpassent clairement celle d'un héros de rang 7. Elle se demande d'où vient Jansen exactement, et pourquoi il a des pouvoirs aussi puissants. Xiao Ying répond en confirmant qu'en effet il est fort, qu'il pourrait bien gagner ce combat. La jeune fille brune dit qu'on ne peut pas être si sûr, bien que la dernière attaque de Jansen pourrait bien dépasser la puissance d'un héros de rang 8, ce n'est toujours pas suffisant pour éliminer Scarabée d'acier. Elle affirme avoir entendu dire que l'homme Scarabée est placé au premier rang de catégorie Dieu lorsqu'il se bat au sol. Scarabée d'acier se relève et complimente la force de Jansen, affirmant que si c'était Plastic Man qui avait pris ce coup, il se serait pissé dessus. Cependant lui Scarabée d'acier, est l'un des 10 meilleurs héros dans la catégorie Dieu. Au même moment on voit des vaisseaux dans le ciel qui s'approchent de la zone où les deux hommes se trouvent. Il semblerait que ce soit l'équipe chargée des fonctions vitales internes du Scarabée d'acier. Il confirme que toutes les fonctions du Scarabée sont actuellement opérationnelles et qu'ils vont donc pouvoir lui envoyer son armure. Content de cela, Scarabée d'acier dit à Jansen qu'il va lui montrer son vrai pouvoir et ensuite il crie « Transformation » en faisant sa pose de héros. On voit une lumière briller au niveau de sa ceinture, puis il crie à nouveau « Scarabée d'acier » en levant son bras en l'air. Cela intrigue un peu Jansen. Le héros obtient un objet dans sa main, puis l'insère aussitôt au niveau de sa ceinture. Cela provoque un éclair éblouissant. En regardant cette scène, la jeune fille brune se souvient d'avoir déjà vu la transformation du Scarabée d'acier à la télévision quand elle était petite, elle n'aurait jamais pensé le voir en vrai aujourd'hui. Depuis son hélicoptère, le journaliste commente la scène en informant avec enthousiasme son public que Scarabée d'acier s'est transformé. Apparemment cela fait 11 ans qu'ils n'ont pas vu ce qu'il appelle « la meilleure armure du pays » en action. Il se rappelle qu'il y a 11 ans, Scarabée d'acier est devenu célèbre en battant des centaines de monstres, équipés de cette armure. Il rajoute en disant que Jansen a poussé le Scarabée d'acier à se transformer, il prédit une très belle bataille. La poussière se dissipe laissant apparaître Scarabée d'acier dans sa tenue intégrale. Les personnes présentes semblent surpris par sa transformation. Scarabée d'acier invite ensuite Jansen à reprendre le combat. Soupirant, Jansen accepte quand même sa proposition puisqu'il est si tenace. Jansen invoque une épée sacrificielle, il dit ensuite que lui Jansen possède un corps qui est presque en ascension. Voyant cela, Scarabée d'acier dit que ça devient plus intéressant. Il fait sa meilleure pose de power rangée et demande à Jansen venir à lui. Jansen accepte humblement sa proposition. Immédiatement après, les deux commencent à se déplacer à une vitesse ahurissante pour se faire face. Leurs mouvements sont si rapides qu'on a du mal à suivre à l'œil nu. Scarabée d'acier commence à trouver ça addictif, il rigole en passant qu'enfin il avait trouvé un adversaire de taille, il n'a jamais été aussi excité de toute sa vie. Pile à ce moment-là, Jansen apparaît à côté de lui, l'attrape par tête puis le lance en direction du sol avec une force surhumaine. Scarabée d'acier s'est littéralement retrouvé planté dans le sol la tête la première. La jeune fille brune assiste à tout cela à distance. Tout plein d'excitation, le journaliste demande à ses téléspectateurs s'ils ont vu cet échange de coups, ils trouvent le duel fascinant. Ils ont dû s'éloigner de plusieurs milliers de mètres dans le ciel avec leur hélicoptère, afin de pouvoir continuer de filmer en toute sécurité et pensaient que c'est sûrement l'une des batailles les plus extraordinaires de ces 10 dernières années. Revenant au combat, on retrouve Scarabée d'acier qui semble ne pas avoir compris ce qui vient de se passer. Il ne voit pourtant rien de spécial dans l'apparence de Jansen, mais pourtant son aura lui inspire une peur sans précédent. Il essaie de se ressaisir, se disant qu'il était le Scarabée d'acier. L'homme qui possède l'armure la plus solide au monde. Personne n'est capable de lui procurer de la peur. Personne. Transformant son bras en canon, il prit ensuite la décision de lui faire découvrir sa puissance légendaire. Il hurla ensuite « Canon Plasma » en pointant son canon en direction de Jansen. On voit le projectile en plasma s'approcher de Jansen mais celui-ci ne semble pas plus inquiet que ça. Il eut ensuite une explosion. Une fois la fumée dissipée, Scarabée d'acier était étonné de voir que son attaque n'avait eu aucun effet. Jansen avait utilisé la technique du QI de l'épée protection. Scarabée d'acier n'en revient toujours pas qu'il ait réussi à stopper son attaque. À l'abri derrière un rocher, les filles observent la scène, la blonde demande à la brune si ce n'était pas l'attaque ultime de Scarabée d'acier qu'elles viennent de voir. La brune pense que Jansen pourrait avoir une chance de vaincre le Scarabée d'acier car le canon plasma devait être sa dernière carte. Elle conclut en disant que si le Scarabée d'acier était vaincu, le monde entier entendrait parler de Jansen.
Toujours en position de combat, on peut observer des éclairs émaner de la ceinture du héros. Jansen le regarde sans sourciller. Tout le monde semble conscient de la situation du scarabée d'acier et se demande ce qu'il prévoit de faire par la suite. Les personnes chargées des fonctions vitales internes du scarabée d'acier semblent désapprouver quelque chose depuis leur vaisseau. Ils déconseillent le héros de faire recours à une technique encore expérimentale et avec une force incontrôlable. Apparemment son corps risque de ne pas supporter. Cependant, têtu le scarabée d'acier insiste pour l'utiliser car il trouve Jansen trop arrogant. Il affirme qu'il va lui faire comprendre ce qu'est le monde des héros. Que dans ce monde, les héros sont imbattables. Jansen l'observe attentivement. Depuis l'hélicoptère, les journalistes annoncent à leurs téléspectateurs que la bataille avait maintenant atteint son apogée et que les deux parties étaient toujours en pleine action. Remarquant une réaction du côté du scarabée d'acier, il se demande ce qu'il est en train de faire car il émet une lumière jaune. Il se demande si ça ne serait pas la nouvelle attaque ultime du scarabée d'acier. L'équipe du scarabée d'acier le somme de tout arrêter car sa consommation d'énergie a déjà dépassé sa capacité maximale. Ils avertissent le héros qu'il n'a pas la possibilité de contrôler cette force actuellement. Ils demandent si le héros a l'intention de tuer Jansen. On voit une énergie se concentrer, puis la scène revient sur Scarabée d'acier qui souligne que la technique qu'il s'apprête à utiliser est dans sa phase expérimentale, que ça va lui servir d'échauffement pour son duel contre l'homme licorne. Il ne pensait pas du tout l'utiliser aujourd'hui, de ce fait, il considère Jansen comme son sujet de test. Il lui dit tout de même de ne pas s'inquiéter car il devrait survivre comme il est fort. Sans plus tarder il lance son attaque torche à plasma. On voit alors un énorme rayon partir dans la direction de Jansen, celui-ci n'est du tout impressionné par cette attaque et pointe deux doigts vers le rayon et active sa technique de QI de l'épée, matérialisation. Ce qui détruit non seulement le rayon du héros, mais terrasse également Scarabée d'acier de plein fouet, ce qui fait se désintégrer son armure intégrale, mais également la totalité des vêtements qu'il portait sur lui.